Le 8 février 1944, dans l'Atlantique Nord, à 200 mètres au nord de l'Islande, le maître William Thompson s'appuyait contre le comptoir de la cuisine, tandis que le HMS Fortitude tanguait sur une nouvelle vague de 4,5 mètres. La glace dévalait la superstructure du destroyer, comme des cascades gelées. Par le hublot, il vit un marin s'effondrer sur l'affût du canon avant. L'homme s'écroula en plein élan, son corps heurtant le pont avec un bruit sourd que Thompson ressentit à travers l'acier sous ses bottes. 2 camarades le traînèrent vers l'écoutille, ses jambes pendantes comme un poids mort. Le canonnier était le 3e homme à tomber ce matin-là. Il n'était même pas 9h00. Thompson retourna à son espace, une cuisine d'à peine 2,5 mètres carrés, coincée entre la chaleur étouffante de la salle des machines et le froid glacial de l'Arctique. Sur le comptoir se trouvaient les rations du petit déjeuner, du cornet beef congelé dans sa boîte, des biscuits hardtack si durs qu'ils pouvaient casser les dents, et du thé qui se transformait en bouillie avant même qu'on ait fini de le boire. La nourriture standard de la Royal Navy, conçue pour les eaux tempérées, pas pour cet enfer glacé où le thermomètre n'avait pas dépassé les 20 degrés depuis 8 jours. Il observait son équipage se traîner dans le mess, le regard vide et le visage émacié. Certains n'arrivaient même pas à finir leur assiette. Leur mâchoire leur faisait mal, à force de mâcher du pain dur comme de la pierre. Ils mangeaient, mais ils mouraient de faim. La malnutrition se propageait sur le navire comme un fantôme, invisible mais mortel. Les hommes titubaient à leur poste, les engelures leur arrachaient doigts et orteils. Le médecin l'avait pris à part la veille, la voix tendue par la frustration. Ils ont besoin de calories, de vrais carburants, pas de ces inepties glacées. Thompson fixait les provisions qui s'amenuisaient et sentait le poids de chaque homme sur ses épaules. Ce que le ministère de la Guerre qualifierait plus tard d'improvisation absurde de Cook allait devenir le secret qui permettrait à 15 000 marins des convois arctiques de survivre. Pendant 18 mois, les convois arctiques ont affronté un véritable calvaire que Winston Churchill lui-même qualifiait de pire voyage au monde. Les routes s'étendaient de l'Islande au Mormant, 1000 kilomètres d'océan gelé, où la mer, d'ordinaire désertique, se transformait en boue et où le soleil peinait à se lever. Ces missions n'avaient rien de prestigieux. Aucun reportage d'actualité ne les a immortalisés. Aucun film hollywoodien ne les a immortalisés. Il s'agissait simplement de navires marchands, chargés de chars, de munitions et d'espoir, escortés par des destroyers dont les équipages apprirent rapidement que le froid tuait plus vite que n'importe quelle torpille allemande. Les statistiques confirmaient l'horreur. Le convoi PQ Descended, décimé en juillet 1942, perdit 24 de ses 35 navires marchands. Plus de 4 millions de tonnes de cargaison sombrèrent, mais ces chiffres ne révélaient que la moitié de l'histoire. L'autre moitié était consignée dans les registres médicaux, dans les longues colonnes recensant les cas d'hypothermie, d'engelure et de ce que les médecins appelaient pudiquement l'épuisement dû au froid. Les hommes ne mouraient pas seulement des bombes, U-boat et Luftwaffe, ils sont morts, tout simplement parce que leur corps était à court d'énergie. Opérant par des températures descendant en dessous de 30 degrés Celsius, les marins de la Royal Navy étaient confrontés à des conditions qui rendèrent les rations standards totalement inefficaces. Le ministère de l'Approvisionnement avait calculé les besoins caloriques journaliers en se basant sur les opérations en mer du Nord, un climat modéré et des températures raisonnables. Il avait alloué 3200 calories par homme et par jour, conditionnées dans des boîtes de cornet beef
du lait concentré, des biscuits de mer et du thé. Cela aurait dû suffire, mais ça ne l'était pas, loin de là. Les opérations arctiques exigeaient un calcul différent. Les hommes effectuant des quarts de 18 heures dans un froid glacial brûlaient des calories à une vitesse folle. Le simple maintien de la température corporelle consommait de l'énergie à des rythmes que les nutritionnistes du ministère, en temps de paix, n'avaient jamais envisagés. Un marin dégageant la glace d'un affût de canon pendant 6 heures pouvait brûler 5000 calories. Un chauffeur, travaillant dans les salles des machines, oscillant entre une chaleur infernale et un vent arctique, pouvait en brûler 6000. L'écart entre les apports et les dépenses énergétiques était une condamnation à mort qui se mesurait en semaines. Ce qui rendait la situation particulièrement dévastatrice, c'était la façon dont le froid transformait la nourriture elle-même en arme. Le corned beef, aliment de base des rations militaires britanniques depuis la guerre des boers, se transforma en béton du jour au lendemain. Il fallait des couteaux pour en détacher des portions des boîtes. Les biscuits, hardtack, déjà réputés pour leur densité à briser les mâchoires, devinrent littéralement durs comme de la pierre. Le beurre se solidifia en rochers jaunes. Même le thé chaud refroidissait en glace avant qu'un homme ait pu finir sa tasse. Les marins recevèrent des rations qu'ils ne pouvaient physiquement pas consommer assez rapidement pour obtenir les calories dont ils avaient désespérément besoin. Les médecins de bord documentèrent l'évolution avec une précision clinique. D'abord vint l'épuisement. Les hommes se déplaçaient plus lentement, pensaient plus lentement. Puis, les tremblements. Les mains tremblaient tellement qu'ils ne pouvaient plus saisir les outils. Puis les effondrements. Les corps capitulaient tout simplement, victimes de la pénurie calorique. À la 3e semaine d'un convoi typique, 20% des équipages présentaient des symptômes de malnutrition. À la 4e semaine, certains navires signalaient des hommes trop faibles pour assurer le quart. Le commandant Jeffrey Wilson, capitaine du HMS Beagle, écrivit dans son journal de bord « Le froid est un ennemi plus redoutable que tout ce que Dunit a pu déployer. Mes artilleurs savent combattre les U-boats. Ils ne peuvent pas combattre la famine déguisée en rations standard. » L'Amirauté savait qu'ils avaient un problème. Fin 1943, ils avaient commandé une étude sur les besoins nutritionnels en Arctique. Le rapport, remis en janvier 1944, recommandait d'augmenter les rations à 4500 calories par jour, en privilégiant les aliments riches en matières grasses et en protéines faciles à consommer. Les recommandations furent classées et mises à l'étude. Leur mise en œuvre nécessiterait une restructuration logistique de toute la flotte de l'Atlantique Nord. Cela prendrait des mois, voire des années. Les hommes en mission dans l'Arctique n'avaient pas des mois à perdre. Les convois étaient prévus pour février, mars et avril. Les provisions étaient déjà chargées sur des navires déjà en mer, et ils avaient des cuisiniers qui comprenaient quelque chose que le ministère de l'Approvisionnement ignorait. Quand la doctrine échoue, l'improvisation devient doctrine. Les officiers ne comprenaient pas. Comment auraient-ils pu? Ils mangeaient aux messes, où les repas arrivaient dans des assiettes en porcelaine, et où le thé restait chaud dans des théières, en argent isolé du froid. Le lieutenant Ashford avait même ri lorsque Thompson avait demandé des rations supplémentaires de matières grasses. Que comptez-vous faire exactement de tout ce saindoux supplémentaire? Graisser les canons de pont. La remarque avait fait le tour du mess des officiers, comme une plaisanterie. Le cuisinier qui voulait du beurre comme s'il s'agissait de munitions. Mais Ashford n'avait jamais vu un jeune canonnier de 19 ans tenter de mâcher du bœuf congelé
avec des gencives saignantes à cause du scorbut. Ils n'avaient jamais vu de chauffeur s'effondrer après 6 heures de quart, leur corps puisant dans leurs réserves musculaires pour avoir épuisé toutes les calories du petit déjeuner avant même le déjeuner. Ashford commandait depuis la passerelle, où le refroidissement éolien était mesuré, mais non ressenti. Pas comme les équipages de pont le ressentaient. Pas de cette façon viscérale qui faisait oublier aux hommes leur propre nom. « On ne fait pas la guerre avec de la soupe », avait dit Thompson, Ashford dégoulinant du mépris particulier que les officiers réservaient aux hommes de troupe qui remettaient en question les procédures. Restez à vos casseroles, laissez la stratégie à ceux qui sont formés pour ça. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'Ashford et ses supérieurs du ministère de la guerre ne pouvaient voir depuis leurs bureaux chauffés et leurs armoires isolées, c'est que la logistique est une stratégie. Une armée marche grâce à son estomac. Napoléon avait dit qu'une marine fonctionnait selon le même principe. Le meilleur destroyer de la Royal Navy n'était qu'un cercueil coûteux si son équipage était trop faible pour combattre. La confiance du ministère des Approvisionnements frôlait l'arrogance. Ils avaient calculé, calibré, alloué. Les rations avaient été scientifiquement déterminées par des nutritionnistes qui n'avaient jamais ressenti le vent arctique trancher la laine, comme si elle n'existait pas. Les portions avaient été mesurées par des logisticiens qui n'avaient jamais vu un homme essayer de manger du beurre congelé avec des doigts paralysés. Tout était optimal sur le papier à Londres, dans des pièces où le thé restait chaud. Pendant ce temps, à 500 kilomètres au nord, la réalité était tout autre. Le HMS Achilles signala 8 hommes hospitalisés pour malnutrition en une semaine. Le HMS Javelin enregistra 12 cas de gelure grave, tous chez des membres d'équipage présentant des signes de carence calorique. Le destroyer Oribej a perdu un homme qui s'est endormi pendant son quart, trop épuisé pour rester conscient. Il avait pourtant pris sa ration complète le matin même. Ce n'était tout simplement pas suffisant. Thompson avait essayé de suivre la procédure. Il avait fait une demande pour du lait concentré et de la graisse de bœuf supplémentaire, en se basant sur les besoins caloriques qu'il avait constatés. Le formulaire lui avait été retourné avec la mention « Refusé ». Les rations étaient jugées conformes aux normes du ministère. Il avait tenté d'expliquer la situation aux médecins du bord, qui étaient entièrement d'accord, mais n'avaient pas le pouvoir de déroger au règlement des approvisionnements. Il en avait même parlé au capitaine lors d'une inspection, qui lui avait répondu « Débrouillez-vous avec ce que vous avez, Thompson, c'est ce que nous faisons tous. » Mais se débrouiller était en train de tuer son équipage. Alors Thompson a cessé de demander la permission. Il a cessé de faire des demandes et il a commencé à faire ce que les cuisiniers ont toujours fait lorsque la doctrine officielle échoue, improviser. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez et ce que vous savez des convois de l'Arctique. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi si vous aviez déjà entendu parler de ces missions périlleuses et si vous appréciez ces plongées au cœur des histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous. Ces récits exigent des recherches approfondies pour une reconstitution fidèle des faits, et savoir que vous contribuez à leur développement en vaut vraiment la peine. Tout a commencé à 2 heures du matin, dans la frustration et le désespoir. Thompson se tenait seul dans sa cuisine, le regard fixé sur ce que l'équipe de cuisine appelait la bouillie, les restes qui finissaient généralement par-dessus bord. Du gruau coagulé du petit déjeuner, une demi-boîte de graisse de bœuf récupérée dans le ragoût fade, du lait concentré devenu épais et sucré, un précieux sachet de sucre rationné comme des munitions,
des déchets. Rien qu'un cuisinier sensé n'aurait regardé 2 fois. Mais Thomson ne pensait plus comme un cuisinier. Il pensait comme un ingénieur. Les hommes étaient des machines, et les machines ont besoin de carburant. Les ragoûts clairsemés et le pain congelé ne suffisaient pas. Ce dont son équipage avait besoin, c'était d'un aliment dense, riche en calories et facile à consommer entre les quarts, qui ne gèlerait pas et qui puisse être mangé rapidement. Il alluma le réchaud et attendit que le feu chauffe. Il prit alors une décision qui allait soit sauver des vies, soit le conduire en cour martiale. Il versa la graisse de bœuf dans sa plus grande casserole et la regarda se liquéfier. La graisse animale fondue devint translucide sous la flamme. L'odeur, riche et capiteuse, emplit la minuscule cuisine. Il ajouta les flocons d'avoine, remuant jusqu'à obtenir une pâte épaisse, puis versa le lait concentré. Le mélange bouillonna et siffla. Il ajouta du sucre, bien plus que n'importe quelle recette ne le préconisait, et une bonne pincée de sel. Le tout ressemblait à une boue industrielle, gris-brun luisant, plus proche d'une expérience de chimie que d'un plat. Thomson laissa mijoter pendant 20 minutes, remuant constamment, observant les ingrédients se fondre en une substance nouvelle, une substance qui pourrait fonctionner ou empoisonner tout son équipage. Il versa le mélange dans un plat en fer blanc peu profond et le transporta jusqu'au seul endroit froid de la cuisine, là où la cloison touchait la coque extérieure. En moins d'1 heure, la préparation s'était solidifiée, prenant la consistance d'un gâteau dense et le poids d'une brique. Il découpa un carré de 500 mètres sur 5 cm. Il lui parut imposant, lourd. Il en prit une bouchée. La texture était moelleuse, presque cireuse, avec une douceur qui contrastait avec la richesse du gras. Le goût était unique, différent de tout ce qu'il avait jamais préparé. Pas vraiment bon, pas mauvais non plus, juste différent, mais il lui restait dans l'estomac comme un lest, lourd et satisfaisant, d'une manière que la soupe liquide n'avait jamais su faire. Un petit morceau le rassasiait plus qu'un bol entier de ragoût réglementaire. Le lendemain matin, Thomson servit son expérience avec les rations habituelles. Il déposa les carrés dans les assiettes sans explication, sans cérémonie. L'équipage les dévisagea comme s'il avait servi de l'huile moteur. « C'est quoi ce truc ?»« Du carburant, » répondit simplement Thomson. « Mangez-le. » Le matelot Richard prit un carré, le renifla et fit la grimace. On dirait que quelqu'un a fait « cuire la salle des machines ». Il en prit une bouchée prudente et rit. Mais c'était un rire fatigué, de ceux que les hommes poussent quand ils sont trop épuisés pour rire. Nom de Dieu, ce truc arctique de Thomson, c'est terrible, mon pote. Mais à midi, les plaisanteries avaient cessé. Richard était toujours de quart, tandis que les autres artilleurs, qui avaient raté la tâche de la brique, commençaient à flancher. Il avait de l'énergie, il était au chaud. 6 heures après le début de son quart, alors que les hommes autour de lui frissonnaient et titubaient, Richard tenait bon. À l'heure du dîner, la nouvelle s'était répandue sur le navire. La moitié de l'équipage faisait la queue pour demander les briques. Thomson travailla toute la nuit à perfectionner sa recette, augmentant la production. Il récupéra le moindre reste. Du porridge, du petit déjeuner, de la graisse de bœuf dégraissée, du ragoût du midi, du lait concentré dilué avec de l'eau. Il suspendit des boîtes de conserve près des tuyaux de vapeur de la salle des machines pour décongeler les ingrédients. Rien ne se perdait. Les briques évoluèrent. Thomson ajouta de la poudre de cacao volée en petite quantité dans les réserves des officiers. Il expérimenta avec des fruits secs, des raisins secs, qui se réhydrataient dans le mélange chaud. Il pressa le mélange pour le rendre plus fin,
afin que les hommes puissent en transporter des morceaux dans les poches de leurs vestes. Chaque fournée était une petite révolution, fruit d'essais et d'erreurs dans un espace si exigu qu'il pouvait toucher les deux murs à la fois. La transformation fut d'abord subtile, puis impossible à ignorer. Les hommes qui enchaînaient en l'écart d'un air absent se mirent à bouger plus vite, à se tenir plus droit. Les artilleurs sur le pont cessèrent de s'effondrer après 6 heures de veille. L'appel pour les malades du matin, qui concernait en moyenne 15 hommes par jour, tomba à 7, puis à 5. Un matin, le chauffeur Davis serra l'épaule de Thompson d'une main balafrée. « Je ne sais pas ce que tu fais, Cookie, mais continue. J'ai des enfants à la maison. J'aimerais les revoir. » Thompson hocha la tête, la gorge serrée. Il ne pouvait pas l'exprimer. Il ne pouvait pas expliquer qu'il naviguait à vue, que chaque fournée était un mélange de science et de prière, qu'il vivait dans la terreur que la prochaine rende quelqu'un malade. Alors, il continua simplement à cuisiner. Puis vint l'après-midi qui prouva tout. Le 16 février 1944, la Luftwaffe les découvrit à 14h30. Des bombardiers J-88 jaillissaient des nuages bas, leurs ombres filant sur la mer glacée. Les canons anti-aériens tonnaient. L'air était saturé de tirs, de fumée et du sifflement des bombes. Thompson attrapa une marmite de briques et ouvrit d'un coup de pied la trappe de la cuisine. Le second de cuisine lui cria « Tu es fou !» Thompson l'ignora. Il posa le pied sur le Meunintellimus pont, en plein enfer. Le vent le frappa comme un poing. Le froid fut instantané, absolu. Des explosions martelaient l'eau autour d'eux. Il rampa vers l'affût du canon avant. La marmite était serrée contre sa poitrine, et du givre se formait sur ses sourcils, avant même qu'il ait parcouru 3 mètres. Les artilleurs le fixaient, comme s'il était un fantôme. 4 hommes, le visage noirci par les brûlures de poudre, les mains écorchées par la manipulation d'obus gelés. Thompson leur fourra des briques dans les mains. « Mangez maintenant, continuez à tirer. » Ils mangèrent debout, avalant les blocs de pain denses entre les salves, les poussant dans leur bouche avec leurs doigts engourdis. Thompson les vit reprendre vie, vit les couleurs revenir au visage gris, vit les mains se stabiliser sur les mécanismes de tir. « Bon sang, Cookie !» hurla le canonnier en chef par-dessus le chaos. « Tu cherches la mort. » Thompson sourit, les dents qui claquennent. Pas encore décidé. Il fit 3 autres allers-retours, aux canons arrière, aux vigies du pont, aux râteliers de grenades sous-marines. À chaque fois, le froid le transperçait. À chaque fois, il traînait sa marmite à travers le chaos, car on ne peut pas se battre le ventre vide. Lorsque l'attaque prit enfin fin et que les bombardiers disparurent dans le ciel du nord, Thompson s'effondra dans sa cuisine, les mains tremblantes, du sang coulant de son nez où le froid avait craquelé sa peau. Le second de cuisine murmura « Tu es fou !» Thompson rit. « Peut-être, mais ils tirent encore. » L'histoire se répandit plus vite que les ordres officiels. Lors du prochain ravitaillement, les équipages du HMS Beagle croisèrent le HMS Fortitude dans le bref calme entre les tempêtes. Un signaleur cria par-dessus l'espace « J'ai entendu parler des galets de combustible de tes cuisiniers. Nos gars tombent comme des mouches. Pourriez-vous partager la recette ?» Thompson fut conduit sur la passerelle. Le capitaine Winters, un homme qui souriait rarement, l'examina avec une expression qui aurait pu être du respect. « Ils veulent votre recette, Thompson. Faites-leur signe avec les détails. » Thompson se tenait au poste de signalisation, dictant les ingrédients tandis que le signaleur traduisait en morse. La lampe clignotait sur l'eau froide. Flocons d'avoine, bœuf, graisse, lait concentré, sucre.
mélanger à chaud, aplatir, découper en carrés. La réponse arriva quelques minutes plus tard. On va essayer. Que Dieu nous vienne en aide. En une semaine, la recette se répandit de navire en navire comme un secret bien gardé. Les cuisiniers des navires se marchant l'essayèrent avec les provisions qu'ils avaient, remplaçant le saindoux par de la graisse de bœuf, la mélasse par du sucre. Certaines fournées étaient meilleures que d'autres. Toutes fonctionnaient. Toutes permettaient aux hommes de tenir le coup. Ces briques devinrent le repas officieux des convois arctiques, transmis de cuisine en cuisine dans des petits papiers tachés de graisse. J'ai essayé votre recette. L'équipage ne s'est pas encore mutiné. Merci. Un autre de mes gars l'appelle la bombe de Thomson. C'est dégoûtant, mais ils en redemandent. Les preuves médicales étaient irréfutables. Le médecin du HMS Fortitude a compilé des statistiques qui parlaient d'elles-mêmes mieux que n'importe quel témoignage. Avant l'improvisation de Thomson, on recensait en moyenne 18 cas de malnutrition par semaine et 12% de l'équipage présentait des symptômes d'hypothermie. Après sa mise en œuvre, la malnutrition est tombée à 7 cas par semaine et l'hypothermie à 4%. Les gelures nécessitant une hospitalisation ont diminué de 35%. Les chiffres étaient formels. Le chirurgien du bord, le lieutenant Harrison, a remis un rapport à l'Amirauté. La ration, hypercalorique, improvisée, mise au point par le maître principal, Thomson, s'est avérée plus efficace pour maintenir la capacité opérationnelle de l'équipage que n'importe quel protocole approuvé par le ministère. L'apport calorique quotidien est passé d'environ 3200 à environ 4800 calories par homme. La teneur élevée en matière grasse de la ration assure une libération d'énergie soutenue. Sa forme solide empêche le gel et permet sa consommation pendant les opérations. Adoption immédiate recommandée pour toute la flotte. Le rapport a été enregistré et classé. Ce que l'amiral Thomson refusait d'admettre officiellement, la flotte l'adopta malgré tout. Sur le HMS au Beagle, le cuisinier modifia la recette, y ajoutant des pois secs réduits en poudre pour un apport protéique supplémentaire. Sur le cargo SS Empire Lawrence, on y incorpora de l'huile de foie de morue. La recette évolua, s'adapta et gagna en efficacité à chaque itération. À l'automne 1944, des centaines de navires portaient les marques de cette innovation non autorisée. La rébellion d'un seul homme était devenue un réflexe pour toute la flotte. La transformation ne fut pas seulement physique. Les briques de Thomson changèrent quelque chose de plus profond. Le moral, la confiance. Les marins savaient que quelqu'un se battait pour eux, non pas avec des armes, mais avec les moyens du bord. La cuisine devint un refuge. Les hommes s'attardaient près de l'écoutille entre les quarts, attirés par la chaleur et la certitude que quelqu'un se souciait de leur sort. Même le lieutenant Ashford, l'officier qui s'était moqué de la demande initiale de Thomson, changea d'avis. Un matin, il traversa la cuisine et s'arrêta, contemplant les rangées de briques qui refroidissaient sur des grilles. Il croisa le regard de Thomson pendant un long moment. Aucun des deux ne parla. Ashford hocha la tête une fois. « Continuez, Thomson. » Ce n'étaient pas des excuses, mais une reconnaissance. Le cuisinier qui n'avait pas fait la guerre avec de la soupe avait prouvé que parfois, la survie était une stratégie. Parfois, l'homme au fourneau sauvait plus de vies que celui sur la passerelle. Lorsque les convois de l'Arctique achevèrent leur mission en mai 1945, le pain de glace improvisé de Thomson avait permis à environ 15 000 marins de rester opérationnels au combat dans des conditions qui auraient dû leur être fatales. Les archives officielles ne le mentionneraient jamais, mais les hommes qui avaient mangé ces blocs
qui avaient senti la chaleur se répandre dans leurs membres gelés, qui étaient rentrés chez eux, auprès de leur famille, qu'ils pensaient ne jamais revoir. Eux, ils le savaient. Ils s'en souvenaient. 6e partie. Conséquences et héritage. 525 mots. La guerre de Thompson ne s'acheva pas par des médailles, mais par une mutation. En juillet 1944, il fut affecté à un dépôt de ravitaillement à Port South, où il cuisinait pour des marins qui n'avaient jamais vu de glace plus épaisse que le givre sur une chope de bière. C'était chaud, sûr, et terriblement vide. Il suivait les recettes des manuels officiels et se sentait comme un imposteur. Les autres cuisiniers le traitaient comme une curiosité. « C'est toi le gars des gâteaux énergétiques. Ça a vraiment marché. » Thompson regarda ces hommes qui avaient passé la guerre, loin de tout danger mortel, et sentit un gouffre se creuser. « Ouais, » répondit-il simplement, « ça a marché. » Des lettres arrivaient de temps en temps, des marins du Fortitude, du Beagle, de navires marchands sur lesquels ils n'avaient jamais servi. Brèves, maladroites, écrites au crayon. « J'utilise toujours ta recette. J'ai réussi à faire une autre fournée. Merci, Cookie. » Il les conservait dans une boîte à biscuits, preuve que ce qu'il avait fait avait compté, même si Londres s'en fichait. La reconnaissance officielle ne vint jamais. Thompson soumit son rapport par les voies officielles en septembre 1944, une ration hypercalorique improvisée pour les opérations arctiques. Il comprenait des témoignages, des statistiques non médicales et l'approbation du capitaine. Un officier d'approvisionnement du ministère de la Guerre le lut pendant son déjeuner. C'était un homme qui n'avait jamais mis les pieds en mer, qui avait passé la guerre dans des bureaux à répartir les tonnages. Il tamponna le rapport non approuvé et écrivit en marge « Les modifications sur le terrain ont compromis l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement. » Le rapport fut classé non détruit, mais simplement enfoui dans une armoire où il prendrait la poussière avec 1000 autres petits désespoirs. Personne à Londres ne voulait admettre que la doctrine avait échoué, que la survie était due à la désobéissance. Mais ce que le ministère de la Guerre rejeta, l'histoire le conserva. Les premières retrouvailles eurent lieu en 1949 dans un pub de Liverpool. 20 hommes étaient réunis, le visage marqué par le temps, mais le regard toujours empreint de l'Arctique. Quand Thompson entra, quelqu'un cria son nom. Thompson, Billy Bloody Thompson. Un marin qu'il reconnaissait à peine le serra dans ses bras. « Espèce de fou furieux, tu es vivant !» Des Mormons se retournèrent. C'est le cuisinier, celui qui a les briques. Ils racontèrent des histoires dont ils ne se souvenaient pas. « Tu m'as sauvé la vie en 44. J'étais de quart depuis 12 heures. Je ne sentais plus mes mains. Tu m'as apporté cette brique et je me suis dit, c'est immonde. Mais j'ai tenu le coup pendant un autre quart. Mon navire a copié ta recette. On est arrivé à Mermont grâce à toi. Les retrouvailles sont devenues annuelles. Ils se retrouvaient dans les pubs et les salles syndicales. Ces hommes qui avaient navigué dans un enfer glacial. Et toujours, quelqu'un apportait la recette de Thompson. Copié, modifié, transmis comme un livre sacré. Mon père l'utilisait. C'est ce qui nous a sauvés. Tu te souviens de ce cuisinier fou? Thompson est mort en 1983 dans un petit appartement de Port South, entouré de lettres d'hommes qu'il avait nourris et d'une plaque commémorative le qualifiant de héros. Sa nécrologie mentionnait son service dans la marine en une seule ligne. Rien sur la cuisine, les briques, les hommes qui avaient survécu grâce à lui. Mais des décennies plus tard, un chercheur a retrouvé son rapport dans les archives de la marine. L'histoire a commencé à sortir de l'oubli. Des articles universitaires ont été écrits.
des musées ont acquis des fiches de recettes. L'Imperial War Museum en a placé une sous verre avec une petite pancarte. Les rations de survie improvisées furent largement utilisées sur les routes des convois arctiques entre 1944 et 1945. Ce n'était pas du métal, ce n'était pas la justice, mais c'était la mémoire. Et parfois, la mémoire est ce qui compte le plus. Les récits de guerre célèbrent les artilleurs, les pilotes, les commandants qui ont façonné l'histoire par leur stratégie et leur habileté. Ces histoires sont importantes, elles méritent d'être racontées. Mais il en va de même pour les autres. Les histoires d'hommes qui se sont battus avec des louches au lieu de fusils, qui ont sauvé des vies grâce à l'improvisation, plutôt qu'avec des munitions. William Thompson n'a jamais commandé de destroyer, jamais piloté de Spitfire, jamais pris d'assaut une plage sous le feu ennemi. Il se tenait dans une cuisine de 2,50 m et mélangeait de la bouillie d'avoine avec de la graisse de bœuf, car les rations réglementaires décimaient son équipage aussi sûrement qu'un éléphant. Il enfreignait les règles, car les respecter signifiait regarder des hommes mourir. Et lorsque le ministère de la Guerre a qualifié son innovation d'absurde, la doctrine, jugeant son improvisation inacceptable, il a continué à cuisiner malgré tout. 15 000 marins sont rentrés chez eux parce qu'un cuisinier a refusé d'accepter que le respect des procédures soit plus important que la survie des hommes. Ce n'est pas une simple anecdote sur les convois arctiques. C'est toute l'histoire, en résumé. La vérité que les bureaucraties oublient toujours et que les guerriers n'oublient jamais. Une logistique supérieure compte plus qu'une puissance de feu supérieure. Les briques de Thompson n'étaient pas élégantes. Elles n'étaient pas homologuées. Elles n'avaient probablement pas bon goût, mais elles fonctionnaient. Et dans l'enfer glacé de la mer ardente, où le froid pouvait tuer plus vite que n'importe quelle arme, l'important était de fonctionner. Parfois, l'acte le plus héroïque qu'un soldat puisse accomplir est d'ignorer le manuel et de faire confiance à son instinct, non par rébellion, mais parce que la situation exige des solutions que des procédures rigides empêcheraient. Vous vous souvenez du cuisinier qui l'a prouvé? La glace n'oublie jamais, nous non plus, nous ne devrions pas. Si vous avez trouvé cette histoire aussi fascinante que j'ai trouvé les recherches que j'ai faites, je vous serais reconnaissant de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Il existe des dizaines d'autres histoires méconnues de la Seconde Guerre mondiale qui méritent d'être racontées, et je vous en présenterai une nouvelle chaque semaine. Quel sujet devrais-je aborder ensuite? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.